Expression musicale. Beaucoup de musiciens, et parmi les plus grands, expliquent volontiers dans leurs titres ce que leur musique semble devoir suggérer. Et il n'est même pas rare que la musique décrive par le bruit imitatif. Que la plus plate musique puisse se faire entendre par de tels procédés, c'est ce qui est évident. Mais il est plus difficile de dire exactement ce que la belle musique y gagne. Peut-être les titres et les programmes ont-ils pour principal effet de jeter l'esprit dans une rêverie poétique et même contemplative, ceux qui disposent à bien écouter, mais toujours est-il que la belle musique occupe aussitôt toute l'âme et la remplit, en quelque sorte, sans laisser la moindre place au rêve. Ici, l'esprit est pris par l'objet et ne peut se déprendre par ce progrès dans le temps, ce changement, ces passages qui vous font marcher de leur train, en sorte qu'il est vrai que la musique suggère beaucoup, mais n'exprime rien qu'elle-même. Et voilà un beau sujet de discussion entre gens de bonne foi, car tous ont raison un peu. Il est vrai que la musique conduit en magicienne dans les chemins du souvenir, mais les perspectives y sont toujours crépusculaires, lointaines, on dirait presque qu'elles sont surtout sonores. Ce n'est que l'espace des sons, enfin la musique serait plutôt dévoratrice d'objets et bon tyran, mais en revanche elle dessine jusqu'au détail les moindres mouvements de l'âme. Aussi arrivera-t-il que ces souvenirs étranges et presque impossibles à nommer que la musique nous apporte sont bien émouvants et par cela fortement reconnus. On irait jusqu'à dire que la musique nous fait reconnaître ce que nous n'avons jamais connu. Aussi, quand la musique a passé, la rêverie a souvent des mouvements vifs et des surprises. C'est aussi qu'un simple titre prend puissance de poème, mais toujours sans parole et même sans objet, car l'esprit est ensuite comme soulagé et vide, neuf et plein de foi. Cette disposition est proprement épique, aussi démêlons bien. Ces pages ne conviennent pas à un lecteur pressé. Au reste, on n'écrit que pour soi, comme le peintre peint pour soi et ainsi des autres. Et c'est le seul moyen connu de se rencontrer avec d'autres. Il me semble donc que le chemin de la musique conduit toujours de la rêverie à l'action, ou si l'on veut, de la tristesse à la foi. Je dis la foi et non l'espérance, car l'espérance cherche des secours hors d'elle, au lieu que la foi se jette dans l'aventure forte d'elle seule, et déliée de toutes les craintes, et il semble que la musique purifie mieux que la poésie, ramenant toujours le mouvement des passions au mouvement qui les guérit. La musique est donc expression pure, si l'expression annonce toujours que l'esprit s'est encore une fois sauvé, que l'on essaie de penser à ce que serait la vie intérieure en chacun s'il s'abandonnait, s'il ne se reprenait. Dans la conscience que nous prenons de nous-mêmes, nous sommes soumis à cette condition que nous recomposions notre être par un acte de gouvernement. Toute conscience est réveil, et le paradoxe ici est que le sentiment suppose connaissance. Qui éprouve sans se reprendre n'éprouve même pas. La pure terreur ne se connaît pas elle-même, ni l'entier désespoir. Enfin, l'inexprimable n'est point senti. Les cris et les convulsions n'expriment rien qu'eux-mêmes, et l'horreur est justement le sentiment qui accompagne la contemplation de ces signes. Signes qui ne signifient pas. Mais c'est dans le moment où la forme humaine reparaît que l'expression naît, et la musique est la forme humaine, la plus pure peut-être, la plus fragile et la plus forte, la plus aisément déformable. Celle aussi qui prouve le plus quand elle se referme et se termine sans fléchissement. Seulement, il ne faut point dire que la musique exprime jamais quelques sentiments d'abord éprouvés, mais au contraire, par sa qualité de signe continuellement gouverné, la musique fait paraître un genre de sentiments qui ne serait point sans elle, qui n'a point d'autre objet qu'elle, et qui par cela même nous invite à exister seulement selon nous. Le propre de la musique, en ses plus beaux moments, serait donc de ne rien signifier, c'est-à-dire de se séparer absolument de tous les autres langages. Mais aussi, il ne faut point que le hasard entre dans la musique, il faut au contraire qu'elle se développe selon ce qu'elle promet. Aussi toutes les surprises sont d'un moment, et aussitôt expliquées et rattachées. Par cette puissance, la musique exprime ce qu'aucun autre langage ne peut exprimer. L'histoire d'une vie humaine pour elle-même, dans le cours du temps, non point telle qu'elle est, ou fut, ou sera, car cela n'a point de sens, cela échappe et périt, mais plutôt l'épopée de la chose. Plus simplement, disons qu'il y a toujours de la volonté dans l'expression, volonté de montrer, volonté de cacher, volonté d'être. Enfin, exprimer, c'est modeler. Livre 5e du théâtre, de la forme théâtrale. L'analyse doit vaincre ici la facilité, car il y a abondance de productions sans forme qui plaisent pourtant et abondance surtout de théories improvisées.
essayant donc de considérer seulement les grandes œuvres, surtout comiques, et les surtraditions, surtout mimiques. Disons que le théâtre n'est fait nullement de conversations émouvantes ou plaisantes, prises dans la vie commune. Il s'en faut bien. Les jeux imitatifs des enfants et les scènes de remplissage où l'on dit bonjour ou bonsoir selon la mode n'ont rien de commun avec le puissant langage que nous avons à décrire et qui se développe selon ses moyens et conditions, comme la danse, la musique, l'architecture et le dessin. C'est ce que n'ignoreraient point les grands comiques s'ils prenaient le temps de réfléchir sur leur art, sur ces traits hardis qu'on ne trouve point dans la nature, sur ce style défini des bouffons, anciens et presque immuables, sur ces jeux de scène énormes et mesurés qui permettent Don Juan entre les deux paysannes, ou Georges Dandin devant sa porte fermée. Il n'y a point d'invraisemblance dès que la vraisemblance n'est point cherchée. Les bouffons du cirque n'ont même pas besoin de porte, ils tracent une ligne sur le sable. Le génie comique, ici comme partout, décide et ne ruse jamais. L'art de la mimique avertirait mieux si la clé de son langage n'était à peu près perdue. Il en reste pourtant assez dans la tradition des mimes pour faire voir que l'imitation des gestes instinctifs n'y est pas du tout. Ils s'y joignent des gestes de style, j'entends décider d'une seule venue, et propres aussi par leurs inflexions à suivre le mouvement des passions, mais en obéissant toujours à la loi propre du signe. Et l'on verra aisément si l'on rencontre par hasard quelques mimes qui sachent son métier, que ces mouvements sont tous de gymnastique et sans contracture comme ceux de la danse, à laquelle la mimique est si naturellement liée. Je n'en conclus pas que la mimique, ainsi purifiée, ne puisse exprimer avec force. Bien au contraire, la vraie force, ici, si j'ose dire, comme dans l'escrime, vient de souplesse et vitesse. Ainsi, l'expression forte touche sans étonner, au lieu que les gestes de nature, quand ils sont vifs, rendent stupides par la surprise. Faites attention à ceci, que les mouvements passionnés d'un homme qu'on n'entend pas ressemblent aux mouvements d'un fou. Et ce qui frappe chez le fou, c'est cette naturelle mimique, qui n'est plus mimique, sans forme et tout à fait sans style. Mais disons que les mouvements de nature tiennent tous un peu de la folie, surtout pour le spectateur. Enfin, je vois dans la mimique, autant que j'en puis juger, de la politesse, de la précaution et une méthode pour composer les passions. Le théâtre tragique est moins aisé à comprendre, peut-être parce que l'intérêt se transporte aisément à l'aventure elle-même, émouvante toujours et souvent illustre. Toutefois, il est bien clair que les conventions de lieu, de rencontres réglées comme de monologues et de confidents ne sont point du tout des licences, mais appartiennent au contraire à la forme théâtrale. Le génie théâtral les impose, mais l'homme habile voudrait économiser là-dessus. C'est comme si l'on voulait prétendre que les mots expriment moins que les cris. Au contraire, les cris n'expriment rien, et il faut un contour imperturbable, fermement tracé, pour circonscrire les grands tumultes. Il y avait donc quelque chose de vrai dans cette thèse si méprisée, d'après laquelle l'épopée et la tragédie veulent des termes nobles. Et ce n'est pas par la pauvreté des mots que les tragédies de Voltaire sont faibles. Dans tout art qui emploie les mots, plus la matière du mot domine, j'entends son bruit, son sifflement, son crépitement. Plus l'expression est pauvre. Le théâtre est un langage aussi, et peut-être faut-il du métier pour le parler naturellement, comme ont fait Molière et Shakespeare. Du tragique et de la fatalité. La tragédie nous représente des malheurs communs, mais à distance de vue, et comme des objets. Aussi l'idée de la fatalité plus ou moins clairement conçue est toujours l'armature du drame. Ainsi, le spectateur est délivré de ce genre de crainte, qui est le pire, et qui est la crainte d'avoir à prendre un parti. Aussi faut-il que le drame soit terminé déjà dans le fait, au moment où le poète nous le présente. C'est pourquoi l'ancienne histoire plaît au théâtre. Les malheurs illustres sont assez connus d'avance, et le temps en a effacé les suites, de façon que l'on sait où l'on va, et que l'on est séparé de son temps et de soi. Cette tranquillité se voit clairement dans le spectateur qui prend place. Ainsi, le temps se trouve être le personnage principal de toute tragédie composée. Il est donc vrai, comme on l'a dit, qu'il faut au théâtre tragique l'unité de temps, entendez la continuité et la mesure. Et je remarque que les mesures du temps, surtout par le soleil et les étoiles, ont ici l'accent convenable. Il est bon que l'épée de Cassius désigne les étoiles qui déclinent dans une des plus remarquables nuits de l'histoire, et il faut que l'on sente toujours la marche des heures et la nécessité extérieure qui presse les passions et les mûrit plus vite qu'elles ne voudraient. Cette avance du temps qui, sans tenir compte de nos désirs ni de nos craintes, les accomplit enfin, est sans doute ce qui tient la tragique en place. Mais aussi le poète dramatique doit négliger ces mouvements d'humeur capricieux
qui n'ont point de suite et qui n'en attendent point. Il importe que les passions se dessinent sur la chaîne du temps. On pourrait dire que les passions sont la matière et le temps la forme de toute tragédie. Il faut donc examiner comment les passions remplissent le temps, d'abord par ses décrets et prédictions sur elles-mêmes et par l'interprétation des signes et des songes, mais surtout par l'effet des oracles et prédictions à partir de quoi les passions se développent hardiment, sous l'idée fataliste. Macbeth, tu seras roi, mais il faut bien distinguer la prédiction rusée qui fait arriver ce qu'elle annonce et cette dernière espèce qu'on vient seule. Toutefois, entre les deux se place une prédiction qui annonce des actions seules, comme à Oedipe, mais qui dispose pourtant l'esprit à reconnaître dans la première impulsion un effet attendu de l'oracle. De là un pressentiment et une horreur sacrée qui lie un temps à l'autre par la préméditation, si l'on peut dire, de l'inévitable. Ce sentiment profond et dominateur soutient assez le drame, et l'on voit bien par là que le principal est que le drame se tienne et forme un objet. C'est à quoi servent aussi ces punitions et récompenses qui forment surtout une solide chaîne de conséquences, car l'idée de la justice n'a point de place dès que l'on contemple une action que l'on sait faite et déjà irréparable. Mais j'avoue que les drames de second ordre se préoccupent beaucoup de plaire par des thèses de morale ou de politique, tout à fait de la même manière que les méchants tableaux nous prêchent la vertu ou bien nous représentent le plaisir. Le vrai théâtre, comme aussi la vraie peinture, se soucie peu de plaire par ces moyens-là. Les œuvres alors ne signifient pas, mais elles sont. Les œuvres tragiques sont donc, par ces fortes liaisons dans le temps, qui offrent au jugement un travail tout fait et un objet non ambigu. Je viens au dialogue, qui est le principal moyen du drame, mais aussi le plus clair. Tous nos malheurs, autant qu'ils résultent de nos passions, viennent de ces entretiens où les passions trouvent leur jeu et leur développement. Si l'on appliquait assez la règle monastique du silence, les passions retomberaient aux émotions toutes nues, qui ne durent point, mais les paroles cherchent la réplique et l'appel. Encore dans la vie commune, l'éloquence arrive aisément à la frénésie, et l'oubli est heureusement le sort qui convient à presque toutes ces improvisations. Mais l'art tragique compose les discours entre deux, et les discours à soi tels qu'ils voudraient être. Ainsi la folie des passions semble réglée par quelque divinité présente, et les événements s'annoncent. Elle a trompé son père, elle trompera son mari. Cette parole du père de Desdémona aux morts, qui l'enlève en groupe, et de celle qu'on ne trouve point, ou qu'on trouve trop tard. Mais au théâtre, la passion remplit le temps à elle seule. Chose digne de remarque, cet enchaînement n'est pas aperçu du spectateur. Il en tire plutôt la perception souveraine de quelque chose de réel, de vrai, qui se passe de petites raisons. On voit qu'il s'en faut de beaucoup que le théâtre ressemble à la vie ordinaire, où tout échappe et se dérobe, même à celui qui parle. Car la vie, comme dit Shakespeare, aussi est faite de la même étoffe que les songes. Mais le théâtre, point du tout. Des caractères, c'est ici surtout qu'il faut se défendre contre les développements faciles et de garder de prendre pour des données de l'art dramatique ce qui semble plutôt sa création propre. J'entends ces caractères et ces figures quasi éternelles comme Roméo et Juliette, Hamlet, le Cid, Néron, Faust ou Don Juan. Il apparaît assez clairement pour le théâtre tragique que le poète ne cherche jamais autour de lui quelques modèles qu'il copie et mette debout dans son drame, mais qu'au contraire, il fuit le modèle vivant, trouvant assez dans l'histoire, souvent la moins connue, et simplifiant encore. L'art comique, au sujet duquel on n'oserait pas peut-être proposer la même remarque, éclaire pourtant la question d'un autre côté par son Scapin, son Géronde, son Valère et sa Dorine, si proche d'Arlequin, de Colombine et de Pierrot. Disons aussi que le roi, le favori, le conspirateur et l'homme du peuple feraient déjà des personnages suffisants pour un drame, car qui connaît les traits d'Oedipe ou d'Horace? Ce sont des statues animées, ce sont des hommes et nullement des portraits. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent à se tenir parole à eux-mêmes, et quelquefois avec des traits imprévus, comme dans Hamlet, mais il me semble que toujours c'est le drame qui fait vivre l'homme, en le soutenant et portant par sa forte armature de façon que les traits humains, lancés tout soudain et sans préparation aucune, soient liés au personnage, et comme fixés pour toujours en lui, par la force tragique. Considérons maintenant que les hommes vivants n'ont point tant de caractère, ce n'est que dans les petites choses de leur métier qui sont toujours comme on attend. Mais dans un incendie ou dans une guerre, ou bien frappé d'un grand chagrin, souvent il se dessine autrement et étonne. Et c'est un genre de vérité que le romancier peut essayer d'atteindre et de fixer par cet art des préparations qui lui est propre. Au lieu que le dramaturge dessine à plus grands traits, comme le sculpteur, aussi ce sont des mouvements, des attitudes, des mots que le drame seul fond en une personne, comme un feu artiste.
Ainsi, le travail de l'observateur s'exerce sur ces créations quand elles sont faites comme sur des choses. Hamlet est réel et vrai en tout ce qu'il dit. À nous de découvrir pourquoi et comment, mais il est ainsi, comme les vivants sont par leur vie, et s'affirment sans s'expliquer. Ainsi, les personnages du drame sont par le drame et affirmés par là. Aussi sont-ils des types plutôt que des êtres, et des modèles plutôt que des copies. Le théâtre est donc un de ces arts abstraits et sévères, comme sont la sculpture et le dessin, qui périssent par la recherche des nuances et des finesses. Mais le théâtre a ce privilège d'être saisissant et fort en restant abstrait. Il ne suppose ni l'initiation, ni l'étude attentive, ni le choix. Il s'impose d'abord et sans précaution. Il n'y a point de spectateur qui soit arrêté par la pauvreté des costumes, par la simplicité du décor ou par l'invraisemblance des rencontres, si le drame est puissant. Aussi n'y a-t-il rien de plus risible que les efforts des petits dramaturges pour expliquer les changements de lieu et tous les mouvements accessoires. Comme ces auteurs voudraient employer de grandes ou de petites lettres, ou bien faire monter et descendre les lignes selon les situations et les sentiments, comme l'écrivain décrit par des mots et le dessinateur par des lignes, ainsi le dramaturge n'a que le dialogue, le monologue et la marche irrévocable du ton. Remarquez que l'on peut tout oser au théâtre, mais non pas faire paraître avant ce qui est après. C'est le déroulement d'un malheur prévu, annoncé, nécessaire par les passions, par la prévision même, par la crainte même. C'est le mouvement du drame, enfin, qui fait vivre les personnages. Car ce sont d'abord des abstractions habillées, mais qui prennent corps dans le feu et dans la fumée. Aussi, les mots les plus fameux vivent surtout par le drame. Être ou ne pas être. Qui donc s'intéresserait à cette méditation en éclair? C'est le drame pressant, c'est la marche du temps qui donne son prix à la chose. Et pareillement, cette déclamation de Figaro à la fin du mariage, exemple achevé d'un mouvement dramatique qui dépasse toute éloquence, mais par d'autres moyens, et par quoi Figaro est immortel, autant qu'Hamlet. On voit quelle erreur ce serait de compter sur les caractères et sur les idées pour porter le drame. Et c'est la même erreur que celle du peintre qui chercherait à plaire par le sujet même. Mais il faut au contraire que le sujet plaise par la ligne, et il faut même qu'au théâtre, les idées frappent par la situation et le mouvement. C'est pourquoi il n'y a rien de plus froid qu'un drame qui veut prouver quelque chose.